Bonjour à tous! Quotidiennement, vous me posez énormément de questions passionnantes sur l'archéologie, que ce soit sous mes vidéos ici sur YouTube ou directement sur Instagram. Du coup, j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, je refais une FAQ. Dans cette vidéo, on va causer de la consommation d'alcool pendant la préhistoire et on va aussi se faire un petit tuto crucifixion. Bah si, on sait jamais, ça peut servir. Allez, c'est parti! Première question, quelle est ta plus grande aventure d'archéologue? Imaginez un lac gelé, situé à 4500 mètres d'altitude, emprisonnant des centaines de squelettes depuis des siècles. Et imaginez que ça, c'est votre tout premier contact avec l'archéologie funéraire. Eh ben, bienvenue dans le début de ma vie d'adulte. Pour cette question, je vais vous raconter l'histoire du lac de Ruppkund, qui est un lieu exceptionnel et que j'ai eu la chance de visiter il y a très longtemps. Alors attention, je dis la chance, mais c'est quand même un petit peu une visite qui se mérite, hein. Parce que le trajet pour y aller, ça dure 6 jours et 6 nuits. Le tout à pied et à flanc de montagne, tu vois, donc avec des bourriques qui portent l'eau, la nourriture et les tentes, qu'on monte tous les soirs. Oui, on dort dans les tentes, hein, à 4000 mètres d'altitude. Bref, donc c'est vraiment une véritable expédition ambiance 19e siècle, mais au bout de la souffrance, cette récompense. Voici le fameux lac de Ruppkund, enclavé entre plusieurs pitons rocheux. Alors la majorité du temps, il est complètement gelé et les environs sont recouverts de neige. C'est vraiment très joli. Mais quand ça se réchauffe, les eaux fondent et deviennent turquoises. Alors là, comme ça fait un petit peu décor de carte postale, hein, mais c'est sans compter sur les centaines de squelettes humains qui flottent à la surface. Mais alors, que s'est-il passé ici? Non, parce que le lac de Ruppkund, c'est quand même un lieu très reculé, donc normalement, c'est pas vraiment un lieu fréquenté où on risque d'avoir une tuerie de masse, par exemple. D'après les habitants du village de Kansua, qui est le plus proche lieu habitable, le lac était le point final d'un grand pèlerinage. Des fidèles venaient ici rendre hommage à Nanda Devi, la déesse de la montagne et l'épouse de Shiva. Ça explique pourquoi des gens sont venus ici en masse, mais ça n'explique pas pourquoi ils sont morts en masse. À ce sujet, les locaux ont une explication. À la fin d'un de ces pèlerinages, un couple princier aurait décidé de camper au bord du lac. Et vas-y que je te fais une petite chèvre au barbecue, et vas-y que je picole un peu, et vas-y que je suis tellement bourrée que je me mets à danser ambiance fin de soirée. Sauf que, attention là, t'es pas chez Mémé, hein. La déesse Nanda Devi, elle est pas franchement du genre à faire tourner les serviettes, hein. Alors pouf, elle déclenche une tempête de neige pour ensevelir tous ces impies. Et depuis ce temps, eh bien, c'est au village de Kansua qu'on fait la fête pour honorer la déesse Nanda Devi. Enfin, la fête. Pas trop non plus quand même, hein, parce qu'on se souvient comment ça s'est fini là-haut. D'autres locaux ont une autre version de l'histoire. Une version beaucoup plus sombre. Cette tuerie serait l'œuvre d'un démon local appelé Latu, qui aurait fait venir des gardiens de chèvres jusqu'au sommet pour les trucider. À l'époque de mon ascension, le mystère était encore entier. Mais depuis, des datations absolues ont été effectuées sur les squelettes. Et figurez-vous qu'il n'y a pas eu une, mais 2 catastrophes à Ruppkund. Alors d'abord, il y a eu une première vague de décès autour du 9e siècle de notre ère, puis une seconde vague autour du 19e siècle. Les chercheurs ont donc voulu en apprendre plus et ils ont mis sur le coup des paléogénéticiens, histoire de savoir qui sont ces gens. Les premiers défunts, ceux qui sont morts autour du 9e siècle, sont des individus originaires du sud-est asiatique. Par ailleurs, des graffitis anciens présents tout autour du site suggèrent que la première catastrophe a bien frappé des pèlerins venus honorer la grande déesse Nanda Devi. Mais que dire de la seconde vague de défunts? Eh bien, cette fois-ci, elle concerne des personnes provenant de Méditerranée orientale. Ils ont fait un bon bout de chemin jusque-là quand même, hein. Les chercheurs estiment donc qu'il s'agit probablement de marchands qui se sont perdus pendant un voyage d'affaires. Ah, quand j'y pense, ça valait vraiment le coup de marcher pour aller le voir en vrai, ce lac mystérieux. Ouais, ça valait le coup. De se faire saigner les pieds, de vomir pendant 4 jours à cause de l'altitude. Je vous raconte cette aventure et bien d'autres dans mon tout dernier livre qui s'appelle Le mari de nuit et qui vient de sortir aux éditions Gallimard. Ce livre, c'est vraiment un condensé de 15 ans de recherche archéologique. Évidemment, je vous donne plein d'informations dont je ne vous ai jamais parlé ici, sinon c'est pas rigolo, ça fait doublon. Et puis surtout, j'ai eu envie de vous faire vivre les expéditions archéologiques comme si vous y étiez. C'est une vraie immersion dans les coulisses du métier d'archéologue. Les gens qui veulent devenir archéologue,
faut lire ça, hein, d'accord? Parce qu'après, vous pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Non, parce que quand on est archéologue, on rencontre des sorciers, on rencontre des fantômes, des gens qui vous font des prédictions sur des trucs que vous avez pas demandé et qu'après les trucs ils arrivent et que vous vous dites oh waouh, moi je venais juste pour étudier des macabées, d'accord, ok? Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Ce livre explique aussi pourquoi j'ai abandonné ma carrière de comédienne pour devenir archéologue. Alors, je ne vous en dis pas beaucoup plus ici parce que il s'agit d'un événement assez fracassant, très personnel, et que ça se prête mal au format vidéo sur une chaîne avec des dizaines de milliers d'abonnés. Mais si cette histoire vous intrigue, et bah écoutez, la réponse est déjà en rayon chez les meilleurs libraires. Alors par ailleurs, pour tous ceux qui ont exprimé leur envie de me soutenir financièrement pour mon travail, c'est le moment d'agir. Vous pouvez pas mieux me soutenir qu'en achetant ce livre. Bon après, si vous l'avez aimé et que vous avez un petit peu de temps devant vous, vous pouvez aussi me poster une petite critique sympathique sur Amazon ou Superbellio, ça fait toujours plaisir. Je vais aller dédicacer ce livre un petit peu partout, donc si vous voulez voir les dates, je mets le calendrier des conférences dans l'onglet communauté de cette chaîne. Et les coulisses de la création de ce livre sont disponibles dans les vlogs de ma chaîne secondaire, c'est juste ici. Pour la suite, j'ai un abonné créatif qui m'a posé une série de questions. C'est complètement perché, j'ai envie de dire qu'ils se ressemblent, ça semble. Hein. Vous êtes prêts pour ça? Je crois pas que vous soyez prêts. À quel personnage historique tu payes un kebab? Alors on rappelle que le kebab a été inventé à Berlin dans les années 1970, donc qui de mieux pour déguster un kebab que la duchesse de Bavière la plus célèbre, Elisabeth Amélie Eugénie de Wittelsbach. Si, impératrice quoi. D'ailleurs, ça lui ferait du bien de manger la petite, hein, parce qu'elle est un petit peu maigrelette. Il y a pas mal d'historiens qui se sont servis de sa correspondance pour carrément la diagnostiquer comme anorexique. Est-ce que c'est pas pousser le bouchon un petit peu loin? Je ne sais pas. Concrètement, on sait surtout qu'elle s'astreignait à des heures de pratiques sportives très intenses, notamment de l'équitation et de la nage. Et quand tu regardes la taille de ses robes, c'est vrai que elle faisait un petit 32 quoi. Donc j'ai pas mal de glisser un petit kebab là-dedans. À quel personnage historique tu offres une séance de psy? À Néron, qui est un très grand mégalo, hein, bon, comme tous les empereurs, vous me direz, mais qui est aussi potentiellement un grand pyromane, et qui a potentiellement foutu le feu à Rome en 64. Potentiellement. En tout cas, Tacite décrit que l'incendie a débuté près du Circus Maximus, et il charge Néron à fond, tout simplement parce que Néron avait une petite obsession pour un épisode de la guerre de Troie, où Priam regarde une ville cramée. Après, dans le genre siphonné, d'après Suétone, Caligula était vraiment très gaga d'Incitatus, hein, son cheval préféré. Il lui avait même fait une écurie en marbre et il voulait le nommer consul. Alors après, attention, est-ce qu'il croyait vraiment que son cheval pouvait être consul, ou est-ce qu'il a dit ça pour humilier les consuls en place? Vous voyez ce que je veux dire? Faut faire attention avec les interprétations psychiatrisantes. Hein. Avec quel personnage historique tu prends un bain? Pas Marat, buté, je vous le rappelle, le 13 juillet 1793 par Charlotte Corday, pas Claude François non plus. Pas non plus Elisabeth Báthory. Je suis à peu près sûre que vous connaissez la légende, hein, si vous êtes habitué de cette chaîne. En fait, c'était une noble veuve hongroise du XVIe siècle qui est devenue une grande figure de la sorcellerie. Alors en vrai, la seule chose que nous disent les sources historiques, c'est qu'elle était très violente. Dans sa correspondance épistolaire, c'est vrai qu'elle aime bien parler de méthodes de torture à base de découpe de parties génitales, à base de mutilation des mains. C'est pas très sympa. Une femme un peu soupe au lait, peut-être. Ceci dit, les papiers officiels ne contiennent absolument pas mention de ces fameux bains de sang humain qu'elle aurait pris pour rester belle. Et en fait, ce fantasme-là apparaît au XVIIIe siècle. Et figurez-vous que c'est surtout un roman paru en 1962 chez Mercure de France qui va finir de bâtir la réputation sulfureuse de la comtesse. Donc pas du tout les sources historiques. Donc avec qui je prends un bain? Et avec Néron, du coup, peut-être, tu vois. Parce que si Rome brûle, autant rester près d'un point d'eau. Avec quel personnage historique tu regardes Drag Race? Avec Marguerite Emery. Marguerite Emery, c'est une femme badass que vous allez adorer, j'en suis sûre. Elle est née en 1860 et elle est fille d'un officier de cavalerie. Et la petite Marguerite est élevée comme un garçon. Elle monte à cheval comme une déesse et elle manie les armes comme une vraie professionnelle.
Mais elle a aussi d'autres talents, notamment l'écriture. Marguerite se fait remarquer avec son roman Monsieur Vénus. Monsieur Vénus, c'est un peu coquin, un peu queer, bref, c'est très moderne. Et c'est avec ça qu'elle se fait une place dans le milieu littéraire. Au point de tenir l'un des plus grands salons littéraires de Paris et de fonder les célèbres éditions du Mercure de France. Marguerite Emery se fait aussi appeler Rachilde, du nom d'un mort. Du nom d'un mort avec qui elle communique pour coécrire ses romans. Mais Marguerite, c'est aussi l'une des rares femmes de son siècle à s'habiller comme un homme. Et à l'époque, je vous le rappelle, il faut pour ça une autorisation de travestissement par la préfecture de police. Donc c'était vraiment un acte fort. Avec quel personnage historique tu te fais un bon gros gueuleton ? Eh bien, je choisirais Marie-Antoine Carême, dit Antonin Carême, qui est un chef pâtissier très connu du XVIIIe siècle. Pour rien vous cacher, ce serait pas la première fois qu'on se rencontre, on a déjà eu un petit tête-à-tête tous les deux, enfin un petit tête à crâne. Car figurez-vous que le crâne de cet illustre chef est conservé au musée de l'Homme. Et quand on regarde bien, on peut voir à l'état très carrié de ses dents que le gars goûtait souvent ses pièces montées. En plus de cuisiner pour les plus grands, Antonin Carême, c'était un visionnaire. Vous connaissez cette tendance sur les réseaux sociaux là, de faire des gâteaux trompe-l'œil ultra réalistes. Vous voyez un appareil photo et oh, vous coupez l'appareil photo, mon dieu, c'était un gâteau. Et ben c'est Carême le précurseur de ce truc-là. Sauf que lui, c'était un fan d'architecture. Alors il imitait pas des théières ou des appareils photo, mais plutôt des immeubles ou des fontaines par exemple. Quel personnage historique tu épouses ? Attention, révélation, je suis amoureuse de Jean Moulin. Ok. Tout le monde se souvient du 18 juin 1940, le jour de l'appel du général de Gaulle, mais pour moi, l'épisode de la Seconde Guerre mondiale qui mériterait le plus d'être connu s'est passé 24 heures plus tôt, le 17 juin. Je vous raconte. Les Allemands ont foutu un bon gros merdier dans un petit hameau qui se nomme Saint-Georges-sur-Eure. Là-bas, il y a eu énormément de morts civiles. Et plutôt que de reconnaître qu'ils ont fait une très grosse connerie, ils essayent de mettre ça sur le dos d'autres soldats. En l'occurrence, les soldats du 26e régiment de tirailleurs sénégalais. Les Allemands demandent donc au préfet Jean Moulin de signer une déclaration de culpabilité des Sénégalais. Jean refuse, bien sûr, parce que c'est mon Jean, on le connaît. Les Allemands insistent, ils essayent de lui faire changer d'avis pendant longtemps, ils le maravent, violent. Au point que, à un moment donné, par peur de craquer, Jean Moulin profite d'un moment où il est tout seul pour essayer de se trancher la gorge avec un morceau de verre. Quand les Allemands reviennent dans la salle de torture, d'interrogatoire, ils retrouvent Jean Moulin dans une flaque de sang, ce qui leur fout bien les jetons, parce qu'à l'époque, Jean Moulin, c'est quand même une figure médiatique importante qu'il vaut mieux avoir dans son camp. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils le soignent et ils le relâchent en disant « Oh, c'est un malentendu !» Bon, ils se rattraperont 3 ans plus tard sur le pauvre Jean Moulin, et cette fois-ci, ça se termine évidemment vraiment mal. Fun fact, les cendres de Jean Moulin qui ont été déposées au Panthéon ne sont peut-être pas les siennes. On sait pas, vraiment, en fait, on sait pas du tout. Fun fact numéro 2, vous connaissez probablement cette photo de Jean Moulin. C'est la plus connue de lui. Mais saviez-vous pourquoi elle est devenue emblématique ? Eh bien, c'est à cause de la présence d'une écharpe autour du cou. Certains pensent qu'elle est là pour cacher la cicatrice de sa tentative de suicide pendant son interrogatoire très musclé avec les Allemands. Sauf que cette photo a été prise à Montpellier et plusieurs mois avant la fameuse séance de torture. Comme quoi. Fun fact numéro 3, le héros de mon premier roman s'appelle Jean et a une fossette au menton à cause de Jean Moulin. Oui, parce que mon premier roman va très bientôt sortir. Si vous voulez des nouvelles, ça se passe dans l'onglet communauté, sur cette chaîne, sur mon Insta. J'ai tellement hâte de vous faire lire ce livre. Non mais achetez celui-là d'abord. Celui-là il est bien aussi, très. Oh là là. Avec quel personnage historique tu te ferais une petite soirée concert ? Avec Baudelaire, bien sûr, dans les catacombes. En 1897, des invités triés sur le volet ont reçu ce petit carton. Vous êtes priés d'assister au concert spirituel et profane qui se fera le vendredi 2 avril en l'ossuaire des catacombes de Paris par le concours d'artistes musicaux très éminents. Alors, normalement, c'était super secret, mais c'est quoi l'intérêt de faire un truc archi secret si ça se sait pas après ? Du coup, dans le lot, ils ont quand même invité un journaliste du Figaro, qui a fait un très bel article décrivant cette soirée mémorable. Le répertoire manifestement était lugubre, on avait la danse macabre de Camille Saint-Saëns et les marches funèbres de Chopin et de la symphonie héroïque de Beethoven. Et le lieu ? On a choisi un des endroits les plus impressionnants des catacombes, cette célèbre rotonde d'ossements qu'on appelle entre nous
le tonneau. Question suivante. J'ai trop hâte de voir ta vidéo sur le clip de Taylor Swift. Alors, cette vidéo est envoûtée. Appelez un exorciste. Ça fait 4 ans que j'essaye de la sortir. 4 ans! Il y a eu plusieurs problèmes et dernier problème en date, c'est la citation des images du clip qui pose problème sur YouTube. Donc bah écoutez, c'est pas grave, il y aura moins d'images que ce que je pensais faire et on va le faire maintenant. Voilà, allez c'est parti. Les images en question sont extraites du clip de la chanson Look What You Made Me Do. Alors cette chanson elle est sortie en 2017, mais elle est revenue en force en 2020 grâce à sa reprise dans une série assez formidable qui s'appelle Killing Eve. Dans le clip, il y a une pelletée de références anthropo-historiques autour du thème de la mort. Alors dès les premières images, Taylor Swift se représente en zombie, mais si vous voulez tout savoir sur la zombification, on en a déjà parlé dans un épisode d'Anthropopop, donc ça se passe par là. Bref, l'ambiance est donnée dès le départ, bienvenue dans le royaume des morts. Puis on passe en un clin d'œil de la tombe à la salle de bain avec cette séquence où la sublime Taylor semble entretenir sa beauté en bouffant des diamants. Eh ben, croyez-le ou non, mais consommer un machin qui ne devrait servir qu'à de la joaillerie dans le but de rester belle ou beau, eh ben ça a longtemps été en vogue au cours de l'histoire. Et sans surprise, c'est mortel. Ne le faites pas chez vous. Diane de Poitiers, la maîtresse d'Henri II, est l'une des victimes de cette mode complètement stupide. Les études toxicologiques menées sur ses cheveux montrent qu'elle a consommé de l'or pour rester jeune. Et puis alors, de grosses quantités d'or, Ah, dans l'organisme de la courtisane, il y a de quoi rincer tout le rap US depuis Curtis Blow. Et elle n'était pas la seule à faire ce genre de conneries puisque Brantôme écrit « J'ai vu Madame la Duchesse de Valentinois en l'âge de 70 ans, aussi belle qu'en l'âge de 30 ans, mais tous les matins, elle usait de quelques bouillons composés d'or potable et autres drogues que je ne sais pas, comme les doctes médecins et sages apothicaires. » Ce que les bons médecins oublient de dire, c'est que manger de l'or, ça cause des nausées, des diarrhées et une insuffisance rénale. Alors être méga canon, c'est bien, mais si c'est pour passer sa vie enfermé aux chiottes en contrepartie... C'est d'ailleurs assez intéressant de noter que nausées, diarrhée et insuffisance rénale, c'est le trio gagnant des effets secondaires des produits de beauté antiques à la con. Ce qui me donne l'occasion de vous présenter l'un des plus vieux baumes hydratants romains jamais retrouvés. Il est âgé de 2000 ans et il a été retrouvé à Londres dans le quartier de Southwark. Dedans, il y a de la graisse de mouton, de la graisse de bovin, il y a aussi de l'amidon, pour blanchir la peau. Souvenez-vous, la pâleur extrême est à la mode à l'époque et d'ailleurs ça tue les courtisanes. On en a parlé dans une vidéo sur les dangers de la prostitution. Et puis dans la formule de ce fameux baume romain, eh bien il y a aussi du dioxyde d'étain. Et qui dit dioxyde d'étain dit trio gagnant. Dans cette séquence, Taylor Swift se présente en icône de la Santa Muerte. Alors la Santa Muerte, vous la connaissez probablement parce que c'est devenu un personnage récurrent dans la pop culture depuis à peu près une décennie. Mais comment définir la Santa Muerte sérieusement, anthropologiquement ? Eh ben, c'est pas facile. À la base, la Santa Muerte, c'est juste une personnification de la mort qui s'accole à la pratique de la religion catholique au Mexique. Puis la Santa Muerte a évolué vers un statut de saint protecteur. Alors, elle est toujours reliée au Dieu unique des catholiques, mais elle peut accepter de protéger des fidèles un petit peu marginaux, parce que les autres saints, c'est pas pour dénoncer, mais ils sont un peu bégueules quand même parfois. Ah non, parce que genre, on n'a pas le droit de consommer de la drogue, ni d'en vendre, ni de vendre son cul pour consommer de la drogue. Ok, bienvenue chez les coincés. Heureusement, la Santa Muerte, elle est pas trop regardante sur ces sujets-là. Et à partir du moment où les fidèles apprennent qu'un saint a repris les vieux dossiers moisis dont personne ne voulait, alors là, la Santa Muerte, elle gagne en popularité. Elle devient plus qu'un saint protecteur et devient carrément le centre d'un culte à part entière. Un culte qui peut prendre des dimensions ésotériques, avec des prières spéciales, voire même des pratiques magiques, ce qui normalement est interdit par la foi chrétienne, mais la Santa Muerte, c'est une rebelle. À la Santa Muerte, elle s'en tamponne le coccyx des conventions. Une autre particularité de la Santa Muerte, c'est qu'elle t'accorde tout ce que tu veux. Tout! Par contre, attention, t'as intérêt à avoir bien réfléchi avant de demander. Que la Santa Muerte, c'est pas le genre de saint qui réfléchit pour toi sur le long terme. Si tu demandes un truc, tu vas avoir le truc. Par contre, attention, tu peux te reprendre le truc en ricochet dans la gueule des décennies plus tard. C'est un pari à faire.
Pendant le pont de la chanson, Taylor nous emmène symboliquement sur le Golgotha, le lieu de la crucifixion de Jésus à Jérusalem. Elle forme la colline grâce à un amoncellement de personnages qu'elle a déjà incarnés dans des précédents clips, c'est délicieusement flippant. Et le tout est surmonté d'un T qui prend toute sa dimension christique lorsque la chanteuse met les bras en croix. Car si le T évoque bien sûr le prénom de Taylor, c'est surtout la forme de croix la plus utilisée pour la crucifixion à l'époque romaine. On l'appelle la Crux Commissa. Pour les chrétiens, c'est aussi la croix de Saint Antoine qui est de temps en temps représentée, mais quand même beaucoup moins souvent que la croix latine. D'ailleurs, on va faire un petit point histoire de l'art si ça vous dérange pas. Sur de nombreux tableaux représentant le chemin de croix, on voit le Christ porter sa croix en entier. Visuellement, c'est canon, y a pas à dire. Physiquement, par contre, c'est pas jouable. Lors des mises à mort par crucifixion dans l'Antiquité, le poteau vertical de la croix se trouvait déjà installé sur le lieu de la crucifixion. Les condamnés portaient uniquement la barre horizontale qui devait être rajoutée sur le poteau vertical. Cette barre qu'on appelle le patibulum. Et crois-moi, rien que pour porter juste le patibulum, eh ben tu galères ta mère la Marie-Madeleine. Bon, c'est pas tout ça, mais comment crucifier efficacement quelqu'un? Allez, ça part en tuto. Pensez à effacer votre historique de navigation régulièrement si vous êtes abonné à cette chaîne. Encore une fois, les représentations chrétiennes ne sont pas historiquement viables puisque les clous sont toujours représentés, plantés au niveau des métacarpiens. En réalité, si on plantait les clous à cet endroit de la main avec le poids du buste qui part vers l'avant, ça déchirerait tout immédiatement, ça serait parfaitement dégueulasse. En plus, le crucifié plongerait la tête la première, non, enfin ça n'aurait aucune allure. Pour éviter ça, il faut planter le clou juste ici, pile entre les deux os qui composent l'avant-bras. Puis alors là, je peux te garantir que tu peux t'écrouler de tout ton poids dessus, ça bougera pas. Tu peux rester des heures comme ça. Et pour ce qui est des pieds, pour un bon enclouage, il faut viser cet os qui s'appelle le calcanéum. C'est l'os le plus bas qui compose le talon et il fait toute l'épaisseur de la plante du pied. C'est donc impeccable pour clouer solidement quelqu'un sur un bout de bois. On a récemment retrouvé un exemple archéologique de corps de crucifiés en Angleterre, dans le Cambridgeshire. Nous sommes sur le site de Fainstaton, le long de la voie romaine, où ce monsieur a trouvé la mort entre le 1er et le 4e siècle de notre ère, avant d'être inhumé. Ah oui, on lui a fait une petite tombe, hein, c'est mignon quand même, on l'a bien traité. Enfin, on l'a bien traité après, quoi. Non, parce que la crucifixion, c'est vraiment pas sympa comme façon de mourir. Quand on consulte les études sur les causes de la mort lors des crucifixions, on constate que on est sur un phénomène assez plurifactoriel, tu vois, parce qu'on a des blessures hémorragiques, on a bien sûr une grande fatigue qui risque de tirer un petit peu sur le palpitant, donc potentiellement de provoquer des arrêts cardiaques si vous avez des antécédents cardiovasculaires. Mais généralement, la cause la plus répandue de mortalité en cas de crucifixion, c'est l'asphyxie, parce que tu étouffes à cause de l'atrophie musculaire du buste. Oh. Non, franchement, la crucifixion, même pour moi, c'est dégueulasse. Et vous vous demandez peut-être où se trouve le mont Golgotha? Eh ben, on sait pas. Et c'est pas faute d'avoir cherché pourtant, parce qu'il y a eu plein de fouilles archéologiques, mais impossible de retrouver où c'est. Ce qui est un petit peu ironique d'ailleurs, parce que le mot Golgotha, finalement, est un petit peu lié à l'archéologie. Oui, parce que le mot Golgotha vient du fait qu'au moment de la crucifixion de Jésus, le crâne d'Adam a surgi de la colline. Piouf. Tu vois, un peu comme un site archéologique qui surgit sous la pelle mécanique pendant des nouveaux travaux. Du coup, le mont du Calvaire a été baptisé Golgotha en suivant l'étymologie araméenne pour désigner un crâne humain. Fun fact, le mot Golgotha se décline en un verbe beaucoup trop peu utilisé à mon goût, golgoter, à employer comme synonyme de galérer sa race bien violent. Par exemple, cette semaine, j'ai la garde de mon fils, je golgote donc à tourner cette vidéo. Et toi? Qu'est-ce qui te fait golgoter en ce moment? Dans les paroles du refrain, Taylor dit qu'elle revient d'entre les morts à chaque fois. Et pour évoquer cette impossibilité de la terrasser, elle nous colle un homard. Parce que le homard est réputé pour être immortel. Alors évidemment c'est faux, par contre son vieillissement est extrêmement lent. Et tout ça, c'est à cause d'une petite particularité génétique. On va commencer par faire un petit rappel de vos cours de bio de 3e. Les tissus organiques se régénèrent en utilisant les cellules que l'on possède déjà,
en les scindant en deux pour ensuite les multiplier. C'est ce qu'on appelle la division cellulaire. Mais à chaque division cellulaire, on subit des pertes chromosomiques. C'est pour ça que ça part en cacahuète au bout d'un moment. Sauf pour le homard, qui échappe aux pertes chromosomiques. Comment? Grâce à la production d'une enzyme qu'on appelle la télomérase. Cette enzyme diminue les pertes chromosomiques qui ont normalement lieu pendant la division cellulaire. Et c'est pour ça que sur la publicité de l'apéritif du homard, vous voyez un homard dans un homard, dans un homard, dans un homard, parce que son renouvellement cellulaire ne cesse jamais. Je m'égare un peu là, non? Stop! On va arrêter le délire 2 secondes. Toutes les informations scientifiques que je viens de vous donner sont réelles. Par contre, on est d'accord que c'est un petit peu tiré par les cheveux, tout ça, non? Ça vous a pas paru un petit peu dingo comme raisonnement par moment? Non, parce que moi, au moment du homard, là, j'ai clairement eu l'impression de perdre une roue. Si ça ne vous a pas sauté aux yeux que mon raisonnement était un tout petit peu tiré par les cheveux, c'est peut-être parce que c'est assez courant, en fait, de suivre ce genre de raisonnement alambiqué en archéologie. Pour créer ce petit moment, je suis partie d'un postulat. Taylor Swift me parle de la mort dans son clip. Je me suis servi de ce postulat pour élaborer mon interprétation en m'appuyant sur des indices concrets que je vous ai montrés. Et ça, c'est une démarche que suivent les archéologues qui se revendiquent de l'école hypothético-déductive. Le principe, c'est de partir d'une hypothèse qui te plaît plus que les autres, puis de récolter les données qui valident cette même hypothèse. Alors bien sûr, si en cours de route, tu rencontres des données qui vont à l'encontre de ton postulat de départ, bon, bah t'es censé tout stopper et recommencer du début en changeant d'hypothèse de travail. Si tu es honnête. Si tu es honnête, si tu t'aperçois que ça colle pas, tu changes d'hypothèse de départ, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que les faits coïncident avec ton interprétation préalable. L'école opposée à celle hypothético-déductive, c'est l'école dite inductive. Là, c'est beaucoup plus simple, tu cumules les indices avec un esprit neutre, pardon de faire des guillemets, mais neutre en sciences. En sciences humaines, neutre. Et tu ne tires que des conclusions factuelles. L'avantage, tu as très peu de chances de dire des conneries. L'inconvénient, tu as très peu de chances de dire des choses intéressantes. Exemple concret. Imaginons que tu tombes face à un trou dans le désert égyptien avec plein de corps humains, 3 hérissons et un squelette de vautour. Non, chez moi, c'est un mardi matin. Si tu es un archéologue extrémiste de la méthode inductive, alors face à ce trou, bien tu te contenteras de mener une étude médico-légalo, ornithologique, et à la fin, tu diras bon y avait 10 mecs, ils sont morts égorgés, et le vautour c'était un urubu noir. Et donc ah bah c'est tout, Et oui, si tu fais partie de l'école inductive, tu te retiendras bien de dire quelque chose du genre non mais attends, parce que comme il y avait des os de hérisson et un squelette de vautour avec les Maccabées, peut-être que c'est un sacrifice humain à la déesse Abas. Oui, parce que en fait, la déesse égyptienne Abas, elle est traditionnellement coiffée d'une dépouille de vautour purulente en train de se faire manger par un hérisson. Ah non, mais je vous le disais dans une précédente vidéo, et je persiste, Les créateurs de mode contemporain là, ah non mais attendez, vous avez encore beaucoup de boulot pour réussir à faire aussi dégueu que nos ancêtres en matière de fringues. Bref, revenons à notre interprétation. Techniquement parlant, 3 hérissons et un vautour qui viennent crever au hasard dans un trou au milieu du désert égyptien où il y a des personnes sacrifiées, et bah objectivement, ça peut arriver. Ça peut ne rien vouloir dire de spécial. Ça peut. Alors qui a raison? Jean-Michel inductif ou Micheline hypothético-déductive? Eh ben, quelle que soit la méthode, qu'elle soit hypothético-déductive ou inductive, aucune des deux démarches n'est réellement satisfaisante. En tout cas, pas si on l'applique strictement. Pour être un bon archéologue, on est obligé de jongler avec l'une et l'autre pour tenter de faire avancer les connaissances. Ceci dit, rappelez-vous bien d'une chose lorsque vous consommez de la vulgarisation scientifique. Les données archéologiques seront toujours plus faibles que le savant qui les interprète. Rappelez-vous, on peut faire dire tout ce qu'on veut à un hérisson crevé. Ou à Taylor Swift. Et il me reste plein de questions, mais plus de place sur ma carte mémoire. Bon bah on va partir sur un petit volume 2 tout bientôt, Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire, moi vos questions elles sont trop passionnantes, j'arrive pas à y répondre en une demi-heure. Voilà. Merci beaucoup encore pour tous vos messages. Merci à ceux qui soutiennent déjà le mari de nuit. J'espère qu'on va se voir en vrai très vite. Et d'ici là, restez vivants. Bon bah, voilà. Les fantômes sont parmi nous.